Depuis des milliers d'années, un simple métal jaune fascine l'humanité. Des empires se sont construits grâce à lui. Des guerres ont été menées pour le posséder. Des explorateurs ont traversé des océans. Des milliers de personnes ont risqué leur vie dans l'espoir d'en trouver quelques grammes. Pourtant, toute cette histoire a probablement commencé de la manière la plus simple qui soit. Mais comment les humains ont-ils réellement découvert l'or? Remontons le temps. Bien avant les pyramides d'Égypte, bien avant les royaumes, bien avant l'écriture, les premiers humains vivaient dans un monde où le métal n'existait pas. Leurs outils étaient fabriqués en pierre, en bois ou en os. Pour couper, chasser, construire, tout reposait sur ces matériaux. Cette période est aujourd'hui connue sous le nom d'âge de la pierre. Puis, il y a environ 9000 ans, quelque chose commence à changer. Dans certaines régions du monde, des hommes découvrent un matériau étrange. Contrairement aux pierres, il peut être martelé. Il change de forme sans s'acasser. Ce matériau, c'est le cuivre natif. Pour la première fois, l'humanité entre en contact avec un métal. Les premiers artisans fabriquent de petits objets, des pointes, des outils simples et des ornements. Une nouvelle époque commence. Mais le cuivre présente un problème. Il est relativement mou. Les outils s'usent rapidement. Les hommes continuent donc à explorer leur environnement à la recherche d'autres matériaux. Et c'est probablement cette curiosité qui va les conduire vers une découverte inattendue. Imagine maintenant un homme vivant il y a environ 8000 ans. Il marche le long d'une rivière. L'eau est claire, le soleil éclaire le fond. Soudain, une petite lueur attire son attention. Au milieu des galets se trouve une pierre d'un jaune éclatant. Il la ramasse. Elle est étonnamment lourde pour sa taille. Il essaie de la casser avec une autre pierre. Elle se déforme. Mais ça ne se brise pas. Les jours passent, la pluie tombe, le soleil revient. Pourtant, cette étrange pierre ne change pas. Elle ne rouille pas. Elle ne perd pas son éclat. Ce que cet homme tient entre ses mains est probablement une pépite d'or. Personne ne sait où ni quand cette scène s'est produite. Mais les archéologues pensent que les premiers humains ont découvert l'or sous forme de pépites naturelles, transportées par les rivières depuis les montagnes. Contrairement à la plupart des métaux, l'or existe parfois presque pur dans la nature. Il n'est donc pas nécessaire de le fondre pour admirer sa couleur ou le travailler. C'est sans doute cette facilité qui a permis à l'humanité de s'intéresser très tôt à ce métal. Les plus anciens objets en or connus ont été retrouvés dans la nécropole de Varna, en Bulgarie. Il date d'environ 4500 ans avant notre ère. Ce détail est fascinant. Et les premiers objets en or ne sont ni des armes, ni des outils, ce sont des bijoux, des colliers, des ornements funéraires. Dès le début de son histoire, l'or ne sert pas à survivre. Il sert à représenter quelque chose, le prestige, le pouvoir, le sacré. Et ce n'était que le début, car quelques milliers de kilomètres plus au sud, une civilisation allait transformer ce métal en symbole divin. Pendant que d'autres peuples découvrent lentement les métaux, une civilisation est en train de transformer l'or en quelque chose de bien plus grand. Cette civilisation, c'est l'Égypte ancienne. Ici, l'or n'est pas seulement un métal précieux. Il est considéré comme un métal sacré. Les Égyptiens croient que les dieux possèdent un corps parfait. Et selon leurs croyances, la chair des dieux est faite d'or. Le dieu Ré, le dieu du soleil, illumine le ciel chaque jour. Son éclat rappelle celui de l'or. Peu à peu, ce métal devient le symbole de l'éternité, de la puissance et de l'immortalité. Plus un pharaon possède d'or, plus il affirme son pouvoir sur les hommes et sa proximité avec les dieux. Mais pour couvrir les temples et les tombeaux d'or, encore faut-il le trouver. Les Égyptiens savent qu'au sud de leur royaume, dans les déserts de Nubie, se cachent d'importants gisements. Cette région correspond aujourd'hui au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. Pendant des siècles, des expéditions y sont organisées. Des milliers d'hommes traversent un désert brûlant pour atteindre les zones riches en minerais. Là-bas, le travail est extrêmement difficile. La roche est d'abord fracturée à l'aide de marteaux en pierre, puis avec des outils en métal lorsque la métallurgie progresse. Les blocs sont ensuite transportés avant d'être concassés en fragments de plus en plus petits. Enfin, ils sont broyés jusqu'à obtenir une poudre très fine. Cette poudre est lavée afin de séparer les particules d'or des autres minéraux. Sans machine, sans explosifs, sans électricité, seulement avec la force humaine. Un travail extrêmement difficile. Les conditions de travail sont terribles. La chaleur est étouffante. L'eau est rare. La poussière remplit l'air. Les journées sont longues. L'historien grec Diodore de Sicile, qui décrit ces mines plusieurs siècles plus tard, raconte que les ouvriers travaillaient dans des conditions extrêmement éprouvantes. Certains étaient des prisonniers, d'autres étaient soumis au travail forcé. Beaucoup ne quittaient jamais les mines. Aujourd'hui, les historiens débattent encore de l'organisation exacte de cette main-d'œuvre. Mais une chose est certaine. Extraire l'or demandait déjà un effort colossal. Une question se pose alors.
Pourquoi les Égyptiens consacraient-ils autant d'énergie à extraire un métal qui ne servait ni à fabriquer des armes, ni des outils? La réponse est simple. L'or représente le pouvoir. Il est réservé aux pharaons, aux temples, aux cérémonies religieuses. Il accompagne les souverains jusque dans leur tombe. Car les Égyptiens pensent que la vie continue après la mort. Ils veulent donc que leur roi emporte avec lui toute sa richesse. En 1922, cette croyance va offrir au monde l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. L'archéologue britannique Howard Carter ouvre presque intacte la tombe du jeune pharaon Toutankhamon. À l'intérieur, des milliers d'objets, des bijoux, des statues, des chars, des meubles et surtout le célèbre masque funéraire en or qui est devenu l'un des symboles de l'Égypte antique. Pourtant, Toutankhamon n'était ni le plus puissant, ni le plus grand des pharaons. Ce qui pousse les historiens à se poser une question fascinante. Si la tombe d'un jeune roi contenait autant d'or, quelle richesse renfermaient les sépultures des plus grands pharaons avant d'être pillées au fil des siècles? Mais l'or n'allait pas rester enfermé dans les temples d'Égypte. Très vite, il commence à voyager. Il circule avec les marchands, il finance les armées, il attire les conquérants. Bientôt, les plus grands empires de l'Antiquité vont comprendre que contrôler l'or, c'est aussi contrôler le monde. Pendant des siècles, l'or est resté le privilège des rois et des temples. Mais une fois que les premières grandes civilisations commencent à commercer entre elles, tout change. L'or quitte les palais, il traverse les déserts, il embarque sur des navires, il circule d'un royaume à l'autre. Pour la première fois dans l'histoire, ce métal devient une richesse que tout le monde convoite. En 334 avant notre ère, un jeune roi de Macédoine lance une campagne militaire qui va bouleverser le monde antique. Son nom? Alexandre le Grand. En quelques années seulement, il conquiert un immense territoire qui s'étend de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. Mais derrière cette conquête se cache aussi une immense richesse. En prenant les capitales de l'Empire perse, Alexandre s'empare de gigantesques réserves de métaux précieux accumulées pendant plusieurs générations. Les historiens ne s'accordent pas sur les quantités exactes, mais tous reconnaissent qu'il s'agit de l'un des plus grands trésors jamais capturés dans l'Antiquité. Cet or permet de financer son armée, de payer ses soldats et de poursuivre ses conquêtes toujours plus loin vers l'Est. Une nouvelle réalité apparaît alors. L'or n'est plus seulement un symbole, il devient un instrument de pouvoir. Quelques siècles plus tard, les Romains vont faire passer l'exploitation de l'or à un tout autre niveau. Leur empire a besoin d'argent pour construire des routes, entretenir des armées, ériger des villes et faire fonctionner une économie immense. Pour répondre à cette demande, ils développent des techniques minières remarquablement avancées pour leur époque. Parmi ces techniques, l'une des plus impressionnantes porte un nom latin, Ruina Montium, ce qui signifie la destruction de la montagne. Le principe est aussi simple que spectaculaire. Les ingénieurs romains creusent d'abord un vaste réseau de galeries à l'intérieur d'une montagne. Puis ils construisent des aqueducs capables d'amener d'immenses quantités d'eau. Lorsque tout est prêt, l'eau est libérée d'un seul coup dans les galeries. La pression devient énorme, les tunnels cèdent et la montagne s'effondre sur elle-même. Les couches de roches contenant l'or sont alors mises à découvert. Aujourd'hui encore, cette technique impressionne les ingénieurs par son ingéniosité. En Espagne, il existe un endroit où cette méthode est encore visible. Las Médulas. Ce paysage aux falaises rouges semble presque irréel. Pourtant, il ne s'agit pas d'une formation naturelle. C'est le résultat de plusieurs siècles d'exploitation minière romaine. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ceci témoigne du niveau de maîtrise atteint par les ingénieurs romains il y a près de 2000 ans. Mais les Romains ne se contentent pas d'extraire l'or. Ils l'utilisent aussi pour créer une monnaie stable. Parmi les plus célèbres figure l'aureus. Cette pièce circule dans tout l'Empire romain. Elle permet de payer les soldats, de financer les échanges et de faciliter le commerce sur des milliers de kilomètres. Pour la première fois, l'or devient l'un des piliers d'une économie mondiale à l'échelle de son époque. Une richesse qui attire toutes les convoitises. Plus l'or circule, plus il suscite la convoitise. Les royaumes cherchent à contrôler les mines. Les marchands suivent les routes commerciales, les armées protègent les convois. Car désormais, celui qui contrôle l'or contrôle souvent une partie du pouvoir. Pourtant, pendant que l'Europe regarde vers la Méditerranée, une autre région du monde accumule discrètement une richesse presque inimaginable. Une région qui va bientôt devenir le cœur du commerce de l'or. Cette région, c'est l'Afrique de l'Ouest. Pendant que Rome bâtissait sa puissance grâce à l'or, à plusieurs milliers de kilomètres de là, une autre civilisation était en train de contrôler une richesse qui allait fasciner le monde entier. Cette fois, le cœur de l'or battait en Afrique. Pendant des siècles, les plus grands gisements d'or connus ne se trouvaient pas en Europe. Ils étaient cachés au sud du désert du Sahara, dans les régions correspondant aujourd'hui au Mali, au Ghana, au Burkina Faso et à la Guinée.
Là, des générations de mineurs extraillaient l'or depuis des siècles, souvent à la main. Avec des outils simples, ils creusaient la terre, lavaient les sédiments et récupéraient les petites paillettes brillantes déposées par les rivières. Peu à peu, un immense réseau commercial se développa. Les caravanes traversaient le Sahara pendant des semaines, parfois des mois. Elles transportaient du sel vers le sud et remontaient chargées d'or. Cet échange allait transformer l'histoire de l'Afrique et celle du monde. Au XIIIe siècle, l'Empire du Mali devient l'une des plus grandes puissances économiques de son époque. Sa richesse repose principalement sur un trésor, l'or. Les mines de Bambouk, de Bourré et d'autres régions alimentent un commerce colossal. À cette époque, une grande partie de l'or utilisé dans le bassin méditerranéen provient indirectement de l'Afrique de l'Ouest, par les routes commerciales transsahariennes. Mais un homme va rendre cette richesse célèbre dans le monde entier. Son nom, Mansa Moussa. En 1324, Mansa Moussa entreprend son pèlerinage vers la Mecque. Son cortège est gigantesque. Des milliers de personnes, des centaines de serviteurs, des dizaines de chameaux. Selon plusieurs chroniqueurs de l'époque, ces chameaux transportaient chacun d'importantes quantités d'or. Tout au long du voyage, le souverain distribue généreusement de l'or aux pauvres, aux dirigeants, aux villes qu'il traverse. Au Caire, la quantité d'or injectée dans l'économie est si importante que plusieurs historiens rapportent une baisse durable de sa valeur sur les marchés locaux. Le voyage de Mansa Moussa impressionne profondément le monde méditerranéen. Pour beaucoup d'Européens, l'Afrique devient désormais le pays de l'or. Pendant longtemps, les royaumes africains gardent secrète la localisation exacte des grandes mines. Les marchands connaissent les routes, mais rarement leur véritable origine. Ce secret protège la source de leur richesse. Cependant, à partir du XVe siècle, les puissances européennes cherchent à contourner les routes commerciales du Sahara. Les navigateurs portugais longent progressivement les côtes africaines. Leur objectif est simple, accéder directement à l'or, sans intermédiaire. Cette quête contribue à ouvrir une nouvelle période de l'histoire, l'ère des grandes explorations. Mais l'Afrique n'est bientôt plus le seul rêve. En traversant l'océan Atlantique, les explorateurs espagnols entendent parler d'un royaume fabuleusement riche, une cité où tout serait couvert d'or. Ils l'appellent Eldorado. Pendant des siècles, des centaines d'expéditions parcourent les forêts, les montagnes et les fleuves d'Amérique du Sud. Certaines disparaissent, d'autres reviennent ruinées. Toutes poursuivent le même rêve, trouver une ville qui a probablement jamais existé. Pourtant, cette légende pousse des générations entières à explorer un continent immense. Puis arrive le XIXe siècle. Cette fois, l'or ne relève plus de la légende. Il surgit partout. En 1848, une découverte en Californie déclenche l'une des plus célèbres ruées vers l'or de l'histoire. En quelques mois, des centaines de milliers de personnes affluent de tous les continents. Agriculteurs, marins, médecins, artisans, tous abandonnent leur ancienne vie, dans un seul espoir, trouver une pépite. Puis viennent l'Australie, le Klondike au Canada, et surtout, l'Afrique du Sud. En 1886, la découverte d'un immense gisement sur le Witwatersrand transforme durablement l'industrie minière mondiale. Les villes poussent presque du jour au lendemain. Des fortunes naissent, d'autres disparaissent. Et comme toujours, la promesse de l'or attire autant les rêves que les tragédies. Aujourd'hui, l'or est extrait grâce à des technologies que les anciens n'auraient jamais pu imaginer. Des explosifs, des foreuses géantes, des camions capables de transporter plusieurs centaines de tonnes de roches. Des usines où le minerai est broyé, traité et raffiné avec une précision extrême. Pour produire quelques grammes d'or, il faut parfois déplacer plusieurs tonnes de roches. Chaque lingot représente des millions d'années de formation géologique et des semaines, parfois des mois, de travail humain. Pourtant, l'or n'a jamais perdu sa valeur symbolique. Les banques centrales en stockent toujours des milliers de tonnes. Les investisseurs le considèrent souvent comme une valeur refuge. Il est utilisé dans les satellites, les ordinateurs, les smartphones, les équipements médicaux et bien sûr, les bijoux. Le métal qui fascinait déjà nos ancêtres continue d'accompagner les technologies les plus avancées de notre époque. Il y a des dizaines de milliers d'années, un être humain s'est probablement arrêté devant une pierre jaune qui brillait au soleil. Il ne savait pas encore que cette simple curiosité allait changer le destin des civilisations. Depuis, l'or a financé des empires, déclenché des guerres, fait naître des légendes, ouvert des routes commerciales reliant des continents, inspiré des explorateurs, transformé des économies, et continue encore aujourd'hui d'influencer la finance mondiale. Pourtant, au fond, l'or n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est le regard que l'humanité porte sur lui. Peut-être que la plus grande richesse de l'or n'est pas sa valeur, mais toutes les histoires qu'il a écrites. Si cette histoire vous a fait découvrir l'or sous un nouveau regard, abonnez-vous à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres mystères de la Terre, des mines, des métaux et des civilisations qui ont façonné notre monde. À très bientôt!